Il est revenu, non? Il n'est pas encore revenu. Le monsieur qui devait déplacer la voiture. C'est bon? Ah, c'est bon, d'accord. Bonjour, le Club suisse de la presse est très heureux d'accueillir Al-Karama. Il y a cependant des changements dans la distribution. Monsieur Al-Katani a été retenu en Arabie Saoudite, n'a pas pu venir. Et c'est monsieur Romig, Michael Romig, chargé du développement à Al-Karama, madame Noémie Crotta, qui s'occupe des relations avec les Nations Unies, et maître Rachid Mesli, directeur du département juridique, qui vont s'exprimer aujourd'hui, à la fois pour présenter Al-Karama et sur le rapport annuel 2011. Mais avant, nous allons commencer par notre rituel habituel. Je vais vous demander de signer notre livre d'or. Et vous faire des petits cadeaux. Donc, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. J'aimerais commencer par remercier le Club suisse de la presse et tout son staff de nous accueillir ici aujourd'hui. Donc, comme l'a expliqué madame, on a eu quelques changements de dernière minute et comme vous le savez peut-être, notre organisation a eu quelques... est dans une situation assez difficile en ce moment à cause de la situation de son directeur exécutif qui est en ce moment détenu en France au risque d'être extradé vers l'Algérie. Il y a plus d'informations au fond de la salle et on en reparlera lors de notre présentation. Je voudrais donc expliquer un petit peu. Malheureusement, on a dû annuler notre panel, donc la discussion lequel était le sujet de cette conférence de presse en particulier, car notre partenaire en Arabie Saoudite, Mohamed Al-Kahtani, a été interpellé par les autorités saoudiennes et en ce moment questionné justement à cause de son travail de défense des droits de l'homme. Et nous devons donc modifier un petit peu. Nous allons donc brièvement présenter Al-Karama. Ma collègue Noémie Crotta va vous présenter Al-Karama. Ensuite, je vais vous expliquer un petit peu les activités qu'Al-Karama a fait en 2011. Et on aura le temps de prendre quelques questions avec notre directeur, Maître Mesli. Et nous aurons aussi le temps de se rencontrer un petit peu autour de quelques rafraîchissements à la sortie. Bien sûr, il y a des copies du rapport annuel dans les 3 langues à l'entrée. Et si vous avez besoin d'autres informations, venez vers nous à la fin. On sera ravis de vous parler. Alors, je passe la parole à ma collègue Noémie Crotta pour présenter un petit peu la fondation. Merci beaucoup, Mike. Donc, bienvenue tout le monde. Merci d'être là. Je sais que c'est peut-être difficile avec la belle journée de printemps qu'on a dehors. Mais je pense on va toucher sur des thèmes importants vis-à-vis du monde arabe. Donc, je suis responsable pour les relations d'Al-Karama avec les Nations Unies et toutes ces organisations sœurs. Et je vais vous présenter un petit peu la manière dont on travaille et comment est-ce qu'on travaille justement avec les Nations Unies. Donc, Al-Karama, qui veut dire dignité en arabe, a été établi en 2005. Et en 2006, c'est devenu une fondation en droit suisse.
et a comme objectif de travailler pour la protection et la promotion des droits de l'homme dans le monde arabe. Étant donné l'échelle du monde arabe et des violations qu'il y a, le choix a été fait de se concentrer sur les droits, ce que nous considérons comme étant les droits les plus fondamentaux, c'est-à-dire le droit à la vie et le droit à l'intégrité physique et à la liberté. Donc, ce qui nous a menés à travailler sur 4 violations en priorité, c'est-à-dire les exécutions extrajudiciaires ou illégales, les disparitions forcées, la torture et les mauvais traitements et la détention arbitraire. Et c'est pour ça, dans notre rapport, donc je pense que Mike va revenir dessus, que nous avons souligné vraiment ces quatre priorités, et donc ce qui nous mène à travailler avec ces mécanismes des Nations Unies en particulier, qui se focalisent sur ces violations. Donc, dès le début, la philosophie d'Al-Karama a été d'essayer d'identifier et de répondre aux lacunes qu'il y avait dans le système de protection des droits de l'homme dans le monde arabe. Et ce que nous avons identifié comme étant vraiment une lacune clé, c'était le manque d'informations sur les violations dans le monde arabe qui étaient apportées à l'attention des Nations Unies. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de travailler vraiment avec ces mécanismes internationaux. Et donc, je pense qu'une manière assez simple mais très invocative de regarder la manière dont on travaille, c'est de se baser sur, en fait, dans le rapport annuel, vous avez reçu donc un dépliant avec une carte du monde arabe, pardon, et avec un petit diagramme sur lequel on a mis vraiment les méthodes de travail. Donc, Al-Karama place au centre de notre travail les victimes, donc les détenteurs de droits et leurs familles. Donc, nous, on leur apporte soutien et eux viennent nous voir quand ils souffrent une violation, que ce soit un individu ou un groupe qui a souffert, donc, par exemple, qui est détenu d'une manière illégale ou qui souffre de torture en prison. Al-Karama va être contacté par ces personnes ou leurs familles ou des organisations qui travaillent pour leur assister. Et ce qu'on fait, nous, c'est qu'on va soumettre ces informations par moyen d'une communication, une lettre, aux Nations Unies, qui, eux, vont contacter directement les gouvernements arabes. Donc, ces rapporteurs et ces groupes de travail vont contacter le gouvernement et vont, on espère, agir et avoir un impact sur le comportement du gouvernement en question. Basé sur les informations qu'on reçoit de violations, on va pouvoir construire une image de la situation des droits de l'homme dans le pays, et ce qui va nous permettre de fournir des informations aux organes de traité, c'est-à-dire les différents comités qui travaillent pour s'assurer de l'implémentation des droits internationaux dans les différents pays. On travaille surtout avec le Comité des droits de l'homme, qui s'occupe des droits civils et politiques d'une manière générale, et le Comité contre la torture, qui regarde la question de la torture. On participe aussi sur les examens des institutions nationales des droits de l'homme. Donc, ces institutions sont des institutions indépendantes qui s'occupent des violations des droits de l'homme dans le pays, mais qui sont, d'une manière ou d'une autre, reliées au gouvernement. Elles sont créées par le gouvernement. Donc, c'est des institutions nationales. Et elles sont aussi sujets à examen pour voir qu'ils appliquent leur mandat d'une manière correcte. Donc, il y a au niveau international un mécanisme qui évalue si oui ou non ces institutions font leur travail correctement. Donc, Al-Karama participe, quand c'est approprié, à ces examens pour soumettre des informations pour dire oui ou non ces institutions font leur travail correctement. Donc, Al-Karama travaille aussi avec les médias, à la fois les médias traditionnels et les nouveaux médias. Donc, on a un compte Twitter, un compte Facebook. Je vous encourage de tous aller jeter un coup d'œil et de vous joindre à nous et de suivre nos activités. Et bien sûr, le site web reste central à notre communication. Donc, on publie des communiqués de presse sur le site. Et finalement, on travaille aussi beaucoup avec les autres membres de la société civile, c'est-à-dire des organisations non gouvernementales, à la fois au niveau national et aussi international. On travaille aussi avec des avocats,
et bien sûr les Nations Unies. Donc on a vraiment une stratégie, une philosophie de vouloir travailler avec tous les acteurs, tous les partenaires possibles. Parce que bien sûr, c'est en présentant un front commun qu'on va pouvoir avoir beaucoup plus d'impact. Voilà. Donc il y a juste deux petits derniers points auxquels je voulais toucher. Et là, vous pouvez regarder dans la brochure. À la première page, on donne un aperçu sur Al-Karama et on parle de notre vision et de notre mission. Donc, je vais pas rentrer là-dedans parce que vous pouvez y regarder vous-même dans le rapport. Et on parle aussi du conseil de fondation. Donc, juste pour toucher sur la question du financement, Al-Karama est financé principalement par des contributions des membres du conseil de fondation, ainsi que des autres individus privés. Et pour la première année, en 2011, on a aussi reçu des fonds du fonds néerlandais pour les droits de l'homme. Donc c'était un projet très excitant sur lequel on travaille encore en coopération avec les comités, donc le comité contre la torture et le comité des droits de l'homme. Voilà, donc je pense que c'est un peu bref aperçu. Je suis sûre que vous aurez des questions, soit à la fin des présentations ou bien même après quand on va prendre nos rafraîchissements. Et je vais repasser la parole à Michael. Merci beaucoup. On touche maintenant au fond du sujet. L'année 2011, qu'est-ce qu'on peut dire d'une année qui va rester historique? L'année 2011 dans le monde arabe va rester dans nos esprits pendant longtemps et va être marquée comme année de changement, mais aussi année de répression, année de sang. Et nous voulons, avant de commencer là-dessus, rendre honneur à toutes les victimes de cette année, de 2011, à toutes les victimes, les personnes mortes, les personnes détenues, disparues, tous ceux qui ont subi la torture dans les geôles de ces régimes, ou tombés, ou qui tomberont. Et donc, si on regarde l'année 2011 au niveau d'Al-Karama, on a vraiment eu un énorme privilège d'être au front avec ces victimes des violations à côté d'eux, mais aussi à côté de beaucoup des protagonistes, des gens qui jouaient un rôle important dans ces mouvements de contestation. Si on regarde dans beaucoup de pays, les personnes qui étaient nos sources, nos contacts pour des informations sur les violations des droits de l'homme, beaucoup d'entre eux sont maintenant dans des positions très importantes, voire dans des gouvernements. Si on regarde en Égypte, un nombre énorme de gens, des membres par exemple des frères musulmans, qui étaient détenus, qui ont été mis devant des cours, donc des cours militaires en général, et que nous, on a soumis des informations à propos de leur détention, à propos de leur situation aux Nations Unies, qui ont réagi, qui ont travaillé sur les situations de ces personnes. Plusieurs de ces personnes sont maintenant membres du Parlement. Donc les victimes sur lesquelles on travaillait hier sont maintenant membres du Parlement égyptien. En Tunisie, Monsef Marzouki, le président maintenant, est quelqu'un qu'on connaît bien, qui était venu au bureau d'Al-Karama. En Libye, les gens qui sont au gouvernement, dans le TNC, sont des opposants qu'Al-Karama côtoie depuis 2009 régulièrement. Et en Syrie, la même chose. Le lauréat de notre prix Al-Karama 2010, Haytham al-Maleh, est l'un des opposants et des critiques les plus farouches de Bachar al-Assad. Donc on voit vraiment que plusieurs de nos contacts, plusieurs des personnes avec qui on est très proche, sont maintenant dans une position, disons, de pouvoir en fait. Et ça, c'est un énorme changement en 2011. Ça ne veut pas dire qu'on les traite différemment que les régimes dans le temps. On est tout aussi soucieux qu'eux appliquent les droits de l'homme et on suivra tout aussi consciemment ce qu'eux feront. L'année 2011 pour Al-Karama a aussi été le début de beaucoup de nouveaux contacts. On a eu un réveil énorme de passage d'informations, si on veut,
Un exemple flagrant, c'est par exemple en Arabie Saoudite, où des dizaines de personnes, et notamment des femmes, qui étaient quelque chose d'inconnu avant, les femmes nous appellent directement d'Arabie Saoudite et nous donnent des informations à propos de leur famille, qui sont détenues illégalement, de leurs familles qui sont torturées, de leurs enfants, de leurs maris. C'est quelque chose d'incroyable et bien sûr, ça nous a amené à un énorme accroissement du nombre de cas, qu'on a traités, des informations qu'on reçoit. Donc si on regarde cette année en chiffres, si on veut, vous avez la petite carte du monde arabe. Déjà, les chiffres, en fait, sont 10 fois plus élevés cette année que l'année passée. Donc, le nombre de cas qu'on a traités, on a multiplié par 10 et c'est important de voir où ça s'est passé. Donc, c'est clair qu'en début d'année, en Égypte, nous avons suivi de très près avec notre bureau d'Égypte les répressions des manifestations dans ce pays-là. On voit qu'on a soumis plus de 300 cas d'exécution sommaire, donc des personnes tuées pendant ces manifestations, aux Nations Unies, qui ont ensuite été envoyées au gouvernement. Pendant le début de l'année dernière, donc, les choses ont commencé à bouger vers l'ouest, vers la Libye. Nous avons eu plusieurs missions en Libye en début d'année, puis pendant l'été, pour récolter des informations, pour suivre la situation en Libye. Et vous voyez aussi donc plusieurs centaines de cas envoyés aux procédures spéciales à propos de la Libye. En même temps, le Yémen commençait vraiment à chauffer au niveau des manifestations réprimées, mais aussi des combats entre factions qui ont amené à beaucoup de morts de civils. Notre représentant au Yémen s'est empressé d'envoyer beaucoup de cas et d'informations à propos de ces personnes exécutées et ceux qui ont été blessés, détenus, disparus, etc. Et bien sûr, on arrive à la Syrie. Pendant cet été, on a suivi avec attention, et jusqu'à maintenant, la situation en Syrie. Vous voyez plusieurs milliers de cas envoyés à propos de la Syrie, des personnes qui sont disparues, des personnes qui ont été arrêtées simplement pour avoir manifesté. Et surtout des personnes qui ont été abattues en train de demander un vrai état de droit. Donc on voit ces pays-là où les révolutions ont touché, mais on voit aussi d'autres pays très importants comme l'Arabie Saoudite, on revient dessus de nouveau, où il y a eu cette année vraiment une explosion de nombre de cas, de gens qui parlent. Et l'ONU eux-mêmes ont vraiment pris très au sérieux cette année l'Arabie Saoudite en adoptant plus d'une dizaine d'avis sur des cas individuels de personnes détenues en Arabie Saoudite, des avis de l'ONU qui disent très clairement que ces personnes-là sont détenues arbitrairement, sont détenues contre le droit international et même contre le droit saoudien. Donc, on a vraiment bien, cette année, vu des changements qui s'opèrent en Arabie Saoudite, même s'il n'y a pas eu de révolution jusqu'à maintenant. Bien sûr aussi, l'année 2011 a amené un grand changement au niveau de la communication. Comme le disait ma collègue, on a un site web, mais c'est surtout sur Twitter et Facebook que les choses se sont jouées cette année. On a vu au niveau des informations qui nous venaient, beaucoup d'informations circulaient sur Twitter, Facebook. Bien sûr, on rentrait seulement en contact avec les gens pour confirmer ensuite par téléphone ou d'autres. Mais on a aussi pu diffuser nos informations et les informations à propos des violations que nous recevons. Donc, à propos des gens torturés, pour mettre la pression, ces outils sont devenus beaucoup plus intéressants. L'année passée, on était à quelques 800 personnes qui nous suivaient sur Facebook. Cette année, on a 2400, un petit peu moins de 2500 personnes qui nous suivent. Sur Twitter, on était à 200 l'année passée. Nous sommes maintenant suivis par plus de 700 personnes. Donc on a plus de triplé le nombre de personnes qui suivent les informations d'Al-Karama sur Twitter. Et
Pour nous, c'est un outil magnifique pour faire passer le message des gens qui nous appellent, qui nous donnent ces informations à propos des violations, très spécifiques. Ce n'est pas des situations générales, c'est des gens, c'est des personnes qui sont détenues. Et on arrive à faire passer ces messages, à faire passer ces histoires dans Twitter et dans Facebook. Et heureusement, les gens voient ça et suivent. Bien sûr, ces changements, ces gens qui sont sortis dans la rue pour demander la démocratie, pour demander un état de droit, ont vu une réponse des gouvernements non seulement violente, mais assez désespérée, on peut dire. Il y a eu d'un côté des énormes, comme on l'a tous vu, attaques contre les manifestants pacifiques, un accroissement aussi des détentions complètement arbitraires, des disparitions, de la torture, que l'on voit moins. C'est des choses qu'on ne voit pas dans la presse autant. Mais de l'autre côté, il y a aussi eu des changements, on va dire, des réformes désespérées presque. Des gouvernements qui ont fait passer des changements qu'on n'avait pas vus depuis des dizaines d'années, même jamais. Il y a eu des gens qui ont été relâchés après des années, voire des décennies en prison. Il y a eu des gens qui ont été détenus pendant 3, 4, 10 ans, sans procès, sans aucune procédure juridique, et qui tout d'un coup sont mis devant un tribunal et souvent libérés. Alors on était vraiment surpris en fin d'année d'avoir des dizaines de défenseurs des droits de l'homme et d'autres critiques du gouvernement saoudien, de nouveau, qui ont été libérés tous en même temps, après avoir été détenus sans aucun procès, sans rien, pendant des années. Et la Syrie aussi, on a vu en début d'année notre lauréat 2010 du prix Al-Karama, Haytham Al-Maleh, qui était détenu pendant plus d'une année, avec un procès complètement inéquitable. Et en début de 2011, il a été libéré, suite à plusieurs actions de l'ONU, c'est clair, mais surtout suite au soulèvement du peuple syrien. Donc on a vraiment vu ces deux côtés, le côté répressif et le côté de réforme un peu désespéré. Et bien sûr, on a vu des attaques énormes contre la société civile. On a vu en Égypte contre les ONG, on l'a vu en Arabie Saoudite de nouveau, en Syrie, au Bahreïn, beaucoup d'attaques contre les ONG. Mais ce que nous, on ne pensait pas, c'est que ça nous toucherait, nous, et même jusqu'ici à Genève. On s'y attendait peut-être plus au Liban. Notre représentant, Saad el-Din Shatiya, en juin, a été interrogé par les forces de sécurité militaires. Il s'intéressait à comment il avait eu des informations à propos de la torture dans leur service, etc. C'était complètement inapproprié, mais on s'y attendait un petit peu. On sait que nos partenaires dans le monde arabe sont susceptibles à ce genre de choses. Par contre, quand, en début de cette année, notre directeur exécutif s'est fait arrêter en France et au risque d'être extradé vers l'Algérie pour des motifs clairement politiques et pour autant son travail politique avec le mouvement Rachad dont il est membre, que son travail des droits de l'homme qui énerve tout autant les Algériens et qui leur font demander qu'ils soient extradés. Et bien sûr, pour aujourd'hui, nous avions envoyé des demandes à notre partenaire en Arabie Saoudite, Mohamed Al-Qahtani. Il a été interpellé donc par les autorités saoudiennes il y a quelques semaines. Il y a une semaine de ça, et ce week-end, juste avant qu'il devait prendre son vol, il a été informé qu'il est interdit de voyager. Et il l'interroge, disons, sur son travail des droits de l'homme. Il critique le fait que lui, il critique le gouvernement, et il lui dit très clairement, et c'est pas le seul, hein, il y en a d'autres en Arabie Saoudite ces derniers jours qui ont eu cette même interdiction, souvent parce qu'ils allaient partir à des conférences sur les droits de l'homme, sur les changements politiques dans le monde arabe. Donc on voit vraiment ce côté de la réponse répressive des gouvernements, et on s'étonne un petit peu, peut-être on est un peu déçu du fait que cette année 2000, excusez-moi,
excusez-moi, 2012 commence vraiment avec un printemps de la répression et pas un printemps arabe. Donc on voit vraiment une situation qui nous désespère à ce niveau-là, mais il y a encore de l'espoir. Donc juste pour revenir au rapport, c'est clair que chaque pays a été revu dans ce rapport avec nos préoccupations pour chaque pays et nos recommandations. Et voilà, justement, pour le futur qu'on voit, on a aussi une petite partie pour chaque pays qui note les choses importantes qui viennent, qui vont arriver. Que ce soit des élections, des rapports qui sont dus à l'ONU, des examens devant des comités de l'ONU, ou des visites dans les pays par les différents mécanismes de l'ONU. Donc le rapport résume ça pour chaque pays, le but étant que ce soit vraiment un petit livret qu'on puisse utiliser pour suivre ce qui se passe dans le monde arabe et voir ce qui s'est passé l'année passée. Donc c'est clair, si on regarde en général pour Al-Karama, ce qu'on voit pour le futur, c'est que dans les pays où les choses n'ont pas changé, où il n'y a pas eu de révolution en tant que telle, on doit rester absolument vigilant et peut-être attendre que les choses changent très rapidement. Ça peut être du jour au lendemain. Et nous voyons aussi des réformes dans ces pays-là. Il faut qu'on essaye de les pousser autant que possible vers des réformes qui assurent un état de droit. Et dans les pays où les choses ont changé, c'est clair que nous restons absolument vigilants. Ce n'est pas parce qu'il y a eu des révolutions que la situation s'est beaucoup améliorée. Nous allons tenir tous les gouvernements, tous les nouveaux membres des gouvernements, autant à leurs obligations des droits de l'homme que leurs prédécesseurs. Et nous espérons que les anciennes façons de travailler, on va dire, des forces de sécurité, des gouvernements, des cours, s'amélioreront et qu'on verra vraiment l'établissement d'un état de droit dans le monde arabe. Je vous remercie. Rachid, est-ce que tu voudrais juste dire un petit mot? Oui. Alors, je passe juste le mot à... Oui, je remercie Noémie et Mike pour leur présentation. Ils ont présenté notre organisation. Je voudrais peut-être ajouter quelques points pour revenir un petit peu peut-être sur la philosophie de notre organisation. Je voudrais préciser un petit peu le fait que, en raison de notre proximité avec les victimes de ces violations dans les pays arabes, nous sommes peut-être aujourd'hui en face de défis nouveaux. Je vous expliquerai un peu pourquoi. Pour revenir à la particularité donc de notre organisation, il faut savoir que nous avons un réseau très important de militants, d'avocats, d'activistes dans des pays où d'autres ONG n'ont pas forcément un accès facile, comme les ONG occidentales. Le fait que nous soyons une organisation arabe nous permet, par exemple, d'avoir une relation de confiance avec les victimes et avec leurs familles dans ces pays, ce qui fait que nous sommes souvent les seules organisations à pouvoir faire un travail localement, un travail d'aide, de soutien et d'assistance à ces victimes. Voilà, notre travail n'est pas forcément reflété dans ce petit rapport, dont le format a été discuté entre nous dans notre organisation. Il ne fait pas l'unanimité, ce format. Au début, nous avions de gros rapports assez volumineux qui détaillaient un peu plus nos activités. Donc, toutes nos activités ne sont pas forcément reflétées dans ce rapport. Il y a des activités qu'on peut traduire par des chiffres, par un certain nombre de communications à telle ou telle procédure spéciale, et d'autres, par contre, qui ne sont pas rapportées par notre rapport annuel.
par exemple le fait que souvent nous agissons nous avons agi par exemple cette année sur le terrain des conflits en Arabie Saoudite, au Yémen, en Libye surtout, par des actions qui ne sont pas donc reflétées dans ce rapport, mais que nous estimons avoir été très utiles pour préserver des vies humaines, pour éviter qu'il y ait plus de détention ou plus de mauvais traitement des personnes détenues. Nous avons par exemple initié une action de sensibilisation avant la chute de Tripoli avec les factions révolutionnaires, avec les rebelles avec lesquels nous avons été en contact direct et auxquels nous avons adressé un document qui a été très médiatisé sur le front des opérations. Ce document regroupait en fait les principes fondamentaux des conventions de Genève et nous avons demandé donc à ces acteurs sur le terrain de respecter les principes les plus importants de ces conventions et de respecter les droits des prisonniers sur le terrain, de ne pas porter atteinte aux civils, de ne pas détenir des militaires ou des personnes prisonnières dans de mauvaises conditions. Nous avons même empiété, comme vous le voyez parfois, sur le rôle de la Croix-Rouge internationale qui n'a pas été présente autant qu'El Karama sur le terrain même du conflit. Voilà, c'est ce genre d'action cette proximité avec les victimes nous a permis d'agir également, d'engager des actions que nous avons estimées très, très utiles sur le terrain. Si on revient au cas de la Libye, par exemple, il faut savoir que les événements en Libye ont commencé, en fait, à la suite de l'arrestation d'un membre d'El Karama à Benghazi le 15 février. Il y a un avocat qui s'appelle Fethi Terbel qui a été arrêté à Benghazi le 15 février, dans l'après-midi du 15 février. Cet avocat correspondait avec El Karama et nous étions en contact, d'ailleurs le jour même et la veille, nous étions en contact avec cet avocat et c'est à la suite de ces contacts, de ces appels téléphoniques à l'étranger qu'il a été donc arrêté dans l'après-midi et c'est cette arrestation qui a déclenché les événements de Benghazi qui ont fait ensuite, qui se sont étendus les 2 jours suivants à toute la Libye. Vous voyez, parfois, des actions qui paraissent insignifiantes peuvent avoir des conséquences assez inattendues. La révolution en Libye n'a pas commencé le 17 février, elle a bien commencé 2 jours avant, à la suite donc de cette arrestation. Nous jouons également un rôle important dans d'autres pays, en Syrie, au Yémen, où le membre du conseil de fondation d'El Karama a fait l'objet d'une tentative d'assassinat. 2 membres de sa famille ont été tués au cours de cet attentat. Et évidemment, c'est bien en raison de son rôle au sein de notre organisation qu'il a fait l'objet de cette tentative d'assassinat. Donc, bon, il est inutile de rappeler que nous sommes extrêmement mal perçus par les gouvernements arabes, en tout cas ceux qui sont les gouvernements actuels. Mais par contre, nous avons de nouveaux rapports aujourd'hui avec ceux qui hier étaient les victimes de cette répression et qui parfois, comme l'a dit Mike, se retrouvent un peu soit ministres, soit des personnalités importantes en Tunisie, en Libye, en Égypte et donc peut-être demain dans d'autres pays arabes, ce qui nous placera peut-être dans un futur proche en face de nouveaux défis parce que ces gens ont été des victimes. Ils pourraient se retrouver demain à la tête de ces États
Donc notre rôle sera toujours d'être là, à observer leur comportement, à voir si ces victimes demain ne seraient pas tentées de devenir eux-mêmes ou de violer eux-mêmes les droits de leurs concitoyens. Donc demain, nous nous retrouverons peut-être à la suite de ces changements devant des situations nouvelles et devant de nouveaux défis. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci Mike. Merci beaucoup Rachid. Donc j'ouvre brièvement à quelques questions si vous en avez et ensuite on pourra se rencontrer un petit peu autour de quelques petits boissons à l'extérieur. Oui monsieur ? Oui, bonjour, Daniel Vermus, journaliste. Excusez-moi mon retard, j'ai peut-être raté au début. Je voudrais savoir de quel pays émane au départ la fondation. Et puis une question peut-être plus de contenu. Vous avez évoqué votre soutien à des frères musulmans victimes de violations en Égypte avant la Révolution. Quel est votre positionnement par rapport au débat sur, d'un côté, la laïcité revendiquée par beaucoup de révolutionnaires du printemps arabe, et puis l'islam politique qui gagne en puissance à la faveur d'élections notamment? Membre de notre organisation, lorsque le Karama a été fondé en 2003-2004, il s'agissait d'une rencontre fortuite au départ entre des militants des droits de l'homme de plusieurs pays arabes, de pays du Golfe ou du pays du Maghreb. Donc au départ, les membres d'El Karama, on peut dire qu'ils sont issus de pratiquement la plupart des pays arabes. D'ailleurs, dans notre conseil de fondation et dans notre conseil scientifique, nous avons des membres du Maghreb, d'Égypte et des pays du Golfe. La deuxième question concernait... Le Karama n'est pas une organisation politique, nous n'avons pas de parti pris. Nous nous sommes engagés à défendre toutes les victimes, pas seulement les frères musulmans, puisque nous avons en Égypte défendu également les Coptes lorsqu'ils étaient victimes de la répression, ou au Yémen également des Juifs lorsque eux-mêmes ont été victimes d'actes condamnables de la part des autorités ou de personnes proches des autorités. Donc, le Karama n'a pas une coloration politique. Nous ne sommes pas engagés politiquement et c'est notre neutralité qui peut nous assurer la confiance que toutes les victimes, sans exception, peuvent nous faire lorsqu'elles se réfèrent à nous, lorsqu'elles sont victimes de violations de la part de leur gouvernement. Oui, monsieur. Voilà, je demande quelques explications sur les origines du financement. Deuxièmement, comment se fait-il que vous ne soyez pas plus perçu en Occident? J'ai bien compris, d'ailleurs je vous connais depuis assez longtemps, puisque je préside Reporters sans frontières internationales et que nous avons eu des contacts très fructueux. Moi j'ai une grande confiance dans Al Karama, mais je trouve il serait intéressant que vous soyez plus visible ici, parce que dans le monde occidental, vous savez bien que la critique est directement adressée aux gens qui font l'actualité dans le monde arabe. Et vous faites justement de l'actualité, mais en prenant le contre-pied de ce qui se passe. Troisièmement, les Coptes, et puisque vous les avez évoqués, sont extraordinairement menacés en l'état actuel.
Et là, il sera intéressant aussi de savoir comment vous vous engagez. J'aimerais aussi préciser, lorsque le directeur dit les frères musulmans, il s'agit de vos coreligionnaires musulmans et non pas des frères musulmans de l'organisation qu'on connaît comme telle. Hein. Je crois qu'il faut le préciser comme ça. Et puis, enfin, il serait quand même intéressant d'avoir une réaction moins descriptive que celle que vous avez faite sur le fait que pour nous, observateurs occidentaux, ce printemps arabe ou ces printemps arabes sont connotés par l'échec évident par rapport aux objectifs. Alors, cela dit, en bon occidental, je me permets de rapporter que Robespierre n'a pas mieux réussi au moment de la Révolution française et a été plutôt disons, un tueur de ce qu'on pourrait considérer aujourd'hui comme un grand succès dans l'existence du monde occidental. Qui nous est souvent posée, c'est celle de l'origine de nos financements. Bon, c'est vrai que lorsqu'on est une organisation arabe en Occident, on devient tout de suite, c'est la première question qu'on nous pose. Bon, il faut d'abord rappeler que nous sommes une petite organisation et que nous n'avons pas des financements comparables à des organisations occidentales de même taille. Je vois qu'à Genève, il y a des ONG qui ont un personnel équivalent au nôtre et qui ont un budget de 3 ou 4 fois supérieur au nôtre. Donc nous sommes une petite organisation. Nous avons, je crois, cette année, Mike est plus au courant, un budget de 800 000 francs pour toute l'année. Nous avons des bureaux au Yémen, en Égypte, maintenant en Libye, à Doha et à Beyrouth. Nous n'avons donc pas un financement extraordinaire. Notre financement est assuré par les membres du conseil de fondation. Certains sont originaires des pays du Golfe. Nous avons des Koweïtiens, des Qataris, des Saoudiens, des Émiratis. Bon, un commerçant émirati peut facilement, je pense, aider une ONG s'il est motivé de 200 ou 300 000 dollars par an. Ça ne fait pas beaucoup de mal à son budget personnel. Mais je voudrais seulement rappeler que nous sommes une petite organisation, nous sommes une fondation, donc nous sommes sous le contrôle des autorités fédérales qui ont accès à notre comptabilité et à la façon dont nous sommes financés. Ce financement est de toute façon insuffisant aujourd'hui pour que nous puissions fonctionner normalement. Il est très difficile pour des citoyens arabes de nous aider en nous transférant des montants parce qu'évidemment nous n'avons pas une bonne réputation dans les pays arabes. Et c'est la raison pour laquelle qu'aujourd'hui on cherche à avoir d'autres financements. Je ne vous cacherai pas qu'on nous a proposé des financements. Certains pays nous ont proposé de nous financer certaines de nos activités, mais nous préférons choisir quels sont les partenaires par lesquels nous acceptons un financement. Voilà. Pour ce qui concerne votre question relative à la question des Coptes en Égypte, oui, nous sommes conscients de la situation dans laquelle ils sont aujourd'hui. Nous suivons avec beaucoup d'attention l'évolution de cette situation. Les Coptes sont des Égyptiens, il faut le rappeler, et constituent une partie importante de la population égyptienne, puisqu'ils constituent au moins 10% de la population. Nous évidemment, nous engageons à défendre et à assister toutes les victimes, quels que soient ceux qui demain seront au pouvoir. Si c'est les frères musulmans qui hier étaient au pouvoir, des victimes en Égypte et qui se retrouvent demain à la tête du pays et qui seraient tentés de faire aux Coptes le même sort que ceux dont ils ont été eux-mêmes victimes, évidemment que nous serons là
pour dénoncer et pour assister toutes les nouvelles victimes demain. L'un des défis les plus importants qui nous attend, bien sûr, évidemment, demain, on verra comment Al-Karama se comportera lorsque les camps seront, les choses changeront et les victimes passeront peut-être dans le camp du pouvoir. Il y avait juste une petite partie de cette question que je voudrais juste rajouter quelque chose. Donc, vous avez posé la question du financement et ça, c'est une de mes responsabilités en tant que Development Officer, c'est le financement, le fundraising, donc au niveau européen. Et justement, donc, comme signalé, on a une petite partie là sur le financement dans le rapport. On a eu justement un soutien très apprécié cette année de la part du Human Rights Fund hollandais pour le travail qu'on fait avec les comités contre la torture et le comité des droits de l'homme. Donc ça soutenait le travail d'amener en fait des gens de ces pays-là pour participer ici à Genève et à New York à ces conventions, à ces examens devant ces comités. Et ça nous a été très bénéfique. Pour le moment, on a vraiment eu un grand succès avec ce projet. Et on a d'autres demandes donc, de projets tels que ceux-là, mais on aura aussi ces prochains mois et ces prochaines années. L'un des objectifs, justement, c'est d'avoir un financement autant du monde occidental que du monde arabe pour la stabilité de l'organisation et la durabilité. Et juste pour répondre au petit point qu'on est tout à fait d'accord qu'on n'est pas assez visible dans le monde occidental, même dans le monde arabe. Comme le disait Maître Mesli, on a vraiment très peu de moyens et on est une petite organisation qui se focalise, comme le dit toujours bien Rachid, on se focalise sur être une organisation qui travaille beaucoup et qui ne parle pas beaucoup plutôt que d'être une organisation qui parle beaucoup et qui ne travaille pas beaucoup. C'est clair, un deuxième objectif pour nous, c'est d'accroître notre possibilité de communication. On a des nouveaux moyens, comme je vous disais, Twitter et Facebook qui nous aident. On a aussi des petits programmes télévisés qui passent sur un canal donc en arabe. C'est plus visé pour le monde arabe. Mais on travaille sur de refaire notre site web, d'avoir vraiment un département média qui serait présent au niveau des journalistes, qui serait votre point de contact. Donc on y travaille et on espère dans le futur que c'est quelque chose qui viendra. Je vais juste ajouter. Oui. Je promets très rapidement, mais juste pour ajouter par rapport à la question de l'échec des révolutions. Moi, je pense que c'est très important de reconnaître l'effet profond qu'ont eu ces révolutions. Et je pense que pour moi, il y a un mur de peur qui a été brisé. Et je pense que ça, c'est quelque chose auquel on ne peut pas revenir en arrière, en fait. Donc, je pense que ça sera ça l'effet profond de ce qui s'est passé en 2011. Voilà. Annegret Matteri, je suis journaliste, je travaille pour NZZ. J'ai juste une petite question. Sur le plan, il n'y a pas la Tunisie. Est-ce que vous n'avez pas du tout travaillé ou bien il n'y avait pas de place parce que le pays est trop petit et puis, parce qu'il y avait quand même encore de la torture l'année passée en Tunisie, parce que la police n'est pas du tout contrôlée. Et puis, je voulais encore dire à monsieur quand même, je suis journaliste occidentale et je trouve que c'est un peu bizarre si les Occidentaux... C'est-à-dire, vous parlez pour tous les Occidentaux. Moi, je ne me vois pas en ce que vous dites, parce que si on compare, par exemple, avec l'Europe de l'Est, ça durait quand même... on a quand même donné au pays un peu plus d'1 an pour se réorganiser. Et je trouve que c'est vraiment méprisant de parler comme ça, comme citoyenne occidentale. Si vous me permettez, ce n'est pas du tout un acte de mépris. Vous avez bien compris, puisque vous êtes occidental et vous êtes journaliste de surcroît,
que lorsque ces révolutions se sont déclenchées, il y a eu un très grand espoir et une reconnaissance très positive à l'égard de ce qui se passait dans le monde arabe et qui contrastait peut-être avec l'opinion qu'en Occident, et je parle de ce point de vue-là, c'est ma modestie de m'intégrer au monde occidental, ça contrastait avec les critiques souvent négatives que nous avons ici à l'égard du monde arabe. Et je crois que ce que j'exprime, c'est une certaine déception. Les gens ont cru que ça allait très vite. Et moi, ce que je vais vous dire, ma position, est que c'est une utopie de croire qu'une révolution règle les problèmes en quelques mois. La vérité, et c'est pour ça que je faisais référence tout à l'heure à la Révolution française ou la Révolution bolchevique, qui a à certains égards mal tourné, mais la plupart des révolutions prennent du temps pour concrétiser les objectifs. C'est ça que j'essaye d'exprimer. Mais ce qui m'aurait été intéressant, c'est d'entendre les acteurs que vous êtes, de donner quelques points de référence à cela. Alors, pour ce qui concerne la Tunisie, il est vrai que nous avions soumis quelques cas cette année, mais il faut dire que nous focalisons beaucoup plus. La Tunisie est un pays où, avant la Révolution, il y avait quand même beaucoup d'ONG qui s'y intéressaient. Il y a une société civile en Tunisie qui était très active. Et nous préférons toujours travailler sur des pays comme l'Arabie Saoudite, la Libye, peut-être le Yémen, où il n'y a pas de société civile, où il n'y a pas d'ONG qui peuvent faire un travail intéressant. Donc on a toujours travaillé en priorité sur des pays où il y avait un vide en matière d'ONG, de droits de l'homme. Bon, c'est vrai que l'Occident a sa perception de ces révolutions arabes. Je pense aussi qu'il faut donner le temps au temps. Je ne sais pas si... Mais il y a aussi une autre question, c'est que souvent l'Occident attendait de ces révolutions arabes qu'elles permettent la mise en place de systèmes politiques à leur image. Et il faut reconnaître, il faut savoir que dans les pays arabes, les populations sont assez différentes. Elles ont aussi leur manière de penser, elles ont leur manière d'envisager peut-être leur avenir. Je pense que l'essentiel est de leur laisser le choix et de leur inculquer aussi le respect de l'autre, le respect de la minorité, le respect de l'opinion minoritaire. Et je pense que ça sera un processus qui prendra du temps, mais l'essentiel est de s'entendre sur des valeurs qui soient communes à tous les acteurs de la société. Et quels que soient les gouvernants que les peuples arabes se choisiront, s'ils le font d'une manière démocratique et si dans l'avenir il permettrait qu'il soit remis en cause également de manière démocratique, je pense qu'on aura atteint un objectif très important. Mohamed Cherif, journaliste. Vous avez mentionné le défi qui vous est posé par l'arrivée des opposants d'hier dans les postes de responsabilité d'aujourd'hui. Et ça, je crois qu'il faut laisser le temps à ces gens-là pour prouver leur bonne foi. Mais ce qui est beaucoup plus urgent aujourd'hui, c'est là où il n'y avait pas de révolution, il n'y avait pas de changement, et qu'il y a une ignorance de la part des instances onusiennes de ces cas comme Bahreïn, Arabie Saoudite et d'autres pays. Là, j'aimerais bien vous entendre comment vous pensez combler cette lacune, parce que c'est urgent, c'est aujourd'hui. Merci pour la question. On ne va pas faire trop long parce qu'on a encore des petites choses à voir dehors. Il y a une question peut-être là. Non, attendez, juste une seconde. Je réponds à celle-là et puis on revient à vous. Donc, au niveau des pays justement qui n'ont pas encore vu de révolution, on peut penser, voilà, comme vous avez dit, à l'Arabie Saoudite, le Bahreïn, peut-être l'Algérie, d'autres pays dans la région, la Jordanie, qui n'a pas vu beaucoup de changements, on va dire.
ce genre de situation, c'est clair, comme disait Noémie, je pense ce qui est important, c'est que même dans ces pays-là, dans la plupart, on va dire, il y a eu déjà un énorme changement au niveau de la mentalité des gens, de l'ouverture ou du courage, peut-être, d'aller vers, d'affronter, de dire ce qu'ils pensent, et ça commence à venir. Il y a beaucoup de pays où c'était pas du tout, il y a 2 ans, c'était même impensable, complètement. Et on voit maintenant qu'on reçoit de plus en plus d'informations. On parle de notre expérience, hein, on ne peut pas parler plus que ça. De notre expérience, c'est que dans ces pays-là, on commence à avoir vraiment une ouverture. Les gens commencent à nous donner des informations. Des gens qui ne parlaient jamais, comme je disais, les femmes en Arabie Saoudite ou d'autres en Algérie qui commencent aussi à vraiment prendre position clairement. Ce genre de choses amène toujours à quelque chose. Et on l'a vu, on s'y attendait pas du tout dans le reste du monde arabe. Maintenant, tout le monde s'y attend. Il faut laisser le temps, comme disait Rachid, dans ces pays-là. Mais l'inévitable viendra. Et ces pays-là, les gens veulent un état de droit. Ils veulent leurs droits, ils veulent que leur pays respecte leur possibilité de participer au gouvernement de leur pays, à la gouvernance de leur pays. Et donc, ça viendra d'une manière ou d'une autre. Ça ne veut pas dire que partout, ça va être violent, ça ne veut pas dire que partout, ça va être une révolution, mais il est dur de voir, dans certains pays, les choses changer sans qu'il y ait vraiment des explosions, si on veut, de frustration et pour le changement. Donc, on verra comment ça se passe et comme on a dit, on sera toujours présent aux côtés des victimes, quelles qu'elles soient, dans ces changements-là. Ajouter une petite chose, il y a une chose qui est extrêmement importante, je pense, pour que les choses évoluent, c'est la peur, c'est l'élément de la peur. Et là, ce que nous avons vécu à travers notre expérience, c'est que ce mur de la peur est tombé dans beaucoup de pays arabes et il est en train de se fissurer dans les pays qui sont encore debout, comme l'Arabie Saoudite, où il y a 5 ou 6 années, lorsque une mère de victime nous appelait, c'était toujours, elle était affolée, elle parlait quelques minutes, et puis là, on se rend compte que les gens prennent confiance, les gens parlent ouvertement, et pour la première fois dans l'histoire de l'Arabie Saoudite, des femmes sont sorties manifester devant le ministère de l'Intérieur. Ça, c'est un événement qui est exceptionnel. Et nous avons vu la même évolution se produire en Libye ces dernières années, jusqu'à l'aboutissement de cette explosion de 2011. Donc je pense que cet élément-là, ce mur de la peur qui tombe ou qui se fissure, c'est un élément très important. Et on constate dans les pays arabes que c'est un processus qui est encore en cours. Les gens n'acceptent plus, les jeunes n'acceptent plus ces situations de domination absolue des pouvoirs politiques. Ils se révoltent partout. Et ce qu'on a également constaté, c'est que souvent les femmes sont à l'avant-garde de ce combat et ce sont elles qui souvent agissent et qui ont le moins peur finalement. Alors, on va prendre les 2 dernières questions et puis ensuite on peut continuer la discussion à la... Le Maroc. J'ai été très proche dans le passé de gens comme Mehdi Ben Barka, Abderrahmane Yousfi et bien d'autres qui sont morts de manière différente, Awab et d'autres. Ils étaient sincères, ils ont donné beaucoup. J'ai l'impression que ce pays est assoupi maintenant. Je suis heureuse d'avoir lu les quelques lignes que vous avez écrites parce que je ne fais pas confiance du tout à ces gouvernements. Et j'aimerais savoir vraiment si ce pays bouge au fond, derrière la surface, en ce moment. Gilles Soulac, journaliste. Une question technique et une question de communication. La première, c'est en ce qui concerne les plaintes. Vous parlez de Twitter ou de Facebook. Comment est-ce que vous vérifiez, enfin, journaliste, c'est important, vos sources? Quels sont vos procédés ou votre activité pour aller sur place, peut-être? Vous avez parlé de correspondants. Comment ça se passe? Parce que ça me semble quand même essentiel aujourd'hui dans ce genre de débat.
Deuxième question, une structure, une ONG qui existe depuis maintenant 50 ans a fait aussi votre travail dans des pays différents, je pense à Amnesty International, qui a travaillé en communication sur les pétitions, donc pour permettre à l'opinion publique d'être partie prenante de défense des droits de l'homme, alors pour des situations qui sont similaires pour certaines, d'autres moins. Voilà, deux questions. La plainte et le côté communication sur l'opinion publique, autre que l'ONU, par exemple. Bon, alors, je voudrais seulement préciser que nos informations, nous ne les recevons pas par Twitter ou sur Facebook, hein. Ce sont nos réseaux sur place qui nous communiquent ces informations. Nous les vérifions d'une manière extrêmement rigoureuse. Et pour vous donner simplement une idée du taux de nos activités, nous avons déposé environ 120 ou 130 actions devant le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire, et le taux de réussite de nos actions est de 100%. C'est-à-dire que dans tous les cas que nous avons soumis à ce groupe de travail, ce groupe de travail a constaté qu'effectivement, le cas que nous avions soumis constituait une détention arbitraire, et il a donc rendu un avis en ce sens. Nous avons jusqu'à présent un taux de réussite de 100% avec certaines procédures spéciales des Nations Unies qui prennent des décisions. Pour le Comité des droits de l'homme ou le Comité contre la torture, aucune de nos plaintes n'a été rejetée. Toutes ont été acceptées et toutes ont fait l'objet des constatations que nous avions demandées à ces deux comités. Voilà, donc nous sommes extrêmement pointilleux sur la question de la validité des informations que nous recevons. Et juste pour répondre aussi sur ce point et l'utilisation de la pétition, donc juste pour exemple, vous pouvez regarder sur le site, il y a un questionnaire à remplir pour les informations qu'on a besoin pour traiter un cas, et nos collaborateurs qui sont en fait ici devant vous passent leur journée à renvoyer des demandes, des questions précises sur les événements, rappeler les gens, parler, et souvent on arrive à un moment où on a eu un contact. Même, on peut avoir un contact avec une personne à travers Facebook et puis ensuite l'appeler ou comme ça. Mais souvent, on n'a pas assez d'informations et donc on ne peut pas envoyer l'information à l'ONU parce qu'on sait que ça ne va pas être traité. Donc on ne fait seulement ces actions une fois qu'on a toutes les informations. Et au niveau de l'utilisation d'autres moyens comme les pétitions ou les moyens qu'utilisent plus Human Rights Watch ou Amnesty, comme on expliquait, Al-Karama se focalise vraiment sur l'utilisation des mécanismes de protection des Nations Unies, ce que fait très peu d'autres organisations. Et c'est un peu ça notre force ou notre spécialité, donc on se focalise là-dessus. Maintenant, souvent on va collaborer avec Amnesty ou Human Rights Watch pour qu'eux prennent des actions plus publiques, et nous, on s'occupe du côté avec les Nations Unies que nous, on connaît. Le but étant vraiment de ne pas dupliquer. On ne veut pas avoir 5 organisations qui demandent à tout le monde d'écrire des lettres à propos d'une personne. On se départage comme ça, et normalement ça fonctionne assez bien, mais il y a toujours mieux à faire. Pour la question du Maroc, je voudrais soulever que le Maroc est un des pays sur lesquels on a travaillé dans ce projet soutenu par les Néerlandais, et on a amené des Marocains, donc des associations là-bas, ici à Genève, pour participer à l'examen devant le comité contre la torture. C'était très intéressant, il va y avoir un petit film là-dessus bientôt sur Al-Karama. Mais je vais laisser Maître Mesli parler un petit peu là-dessus, car il a même il a beaucoup de connaissances à ce niveau-là. Et ensuite, on terminera et on passera aux choses intéressantes. Merci. Pour le Maroc, je pense que c'est une société qui est aujourd'hui extrêmement vivante, hein, tout aussi vivante que les autres sociétés arabes. Il y a le mouvement du 26 février qui a fait parler de lui et qui fait toujours parler de lui. Il y a une jeunesse qui est particulièrement active et qui manifeste d'ailleurs régulièrement pour revendiquer des droits civils et politiques, et économiques, civils et politiques d'une manière régulière.
Oui, je pense que c'est vrai que le Maroc se distingue peut-être par son système politique qui est plus stable ou qui paraît plus stable. Mais en fait, on a constaté cette année que il y a quand même le pouvoir royal a été obligé de concéder des élections plus transparentes et plus démocratiques qu'auparavant. Et moi, je reste optimiste pour ce pays dont je trouve la jeunesse particulièrement vivante encore aujourd'hui. Merci à tous. Donc, je vous convie à nous rejoindre juste à la sortie où il y a quelques rafraîchissements. Je vous remercie beaucoup et à l'année prochaine.